Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour la dernière rencontre de ces 3 journées qui, j'espère, pour beaucoup d'entre vous, auront ouvert quelques fenêtres, fermé d'autres, aiguisé le désir de savoir et aussi de rencontrer des gens qui portent ce qu'ils disent. Ça change beaucoup la façon d'entendre les gens que d'avoir des experts, des savants, et puis d'avoir et des savants et des gens qui ont traversé les écumes de leur sujet d'étude. Ça change beaucoup de choses dans l'écoute qu'on accorde. Alors, pour cette dernière réunion, je signale que cette salle est pleine, l'autre salle des ambassadeurs est pleine, 2 salles de retransmission ont été remises, et il y a plus de 1100 personnes qui sont avec nous pour cette dernière rencontre. Alexandre Adler, c'est une sorte de phénomène. Promis à l'École nationale supérieure, agrégation d'histoire, il a expliqué, analysé l'histoire depuis 30 ans, l'histoire contemporaine. Il a traversé tous les organes de presse. 10 ans à Libération, 10 ans à Courrier International, Le Point, L'Express, Le Monde, Le Figaro, sans parler de France Culture, pendant des années, Arte, etc. Moi, j'aime ce monsieur. Je respecte beaucoup ce monsieur, même, et je comprends très bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qu'ils disent. Rien d'important là-dedans. C'est quelqu'un qui prend ses risques, d'abord. Il prend ses risques au sens où, connaissant l'histoire mieux que personne, de temps en temps, il lui arrive de faire des prévisions. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus dangereux que de faire des prévisions. C'est toujours dangereux. Et il a eu des intuitions absolument incroyables où il était seul à prévoir ce qui allait se passer. Parfois, il lui est arrivé, comme à tout le monde, que les temps aient réservé un accord défavorable à ses prévisions. Mais ça n'entache en rien le fait que prendre des risques, mettre toute son expérience, toute sa vie dans la présentation de quelque chose qui devrait être logique et qui ne se produit pas, c'est une qualité. Parce qu'il est toujours plus facile de ne pas prendre de risques que d'en prendre. Et j'aime les gens qui prennent des risques. C'est du courage. Alors donc c'est un homme de risque. Ensuite c'est un homme de mémoire, c'est un historien. Son étude c'est l'histoire. Et dans sa vision du monde contemporain, cet homme porte en lui toutes les cicatrices de ce que le monde a connu. Par son histoire personnelle, on discutera avec lui de ça quelques instants, son histoire personnelle et toutes les histoires qu'il a accumulées. Parce que la mémoire d'Alexandre Adler est quelque chose d'absolument sidérant. Moi, je suis des journalistes, et tous les journalistes de France et de Navarre, lorsqu'ils avaient un problème d'histoire à régler, d'avoir une analyse historique, appelaient Alexandre Adler. C'était le pape de la mémoire. Ensuite, c'est un homme de liberté. Et c'est très bien d'avoir des hommes de liberté. C'est-à-dire que chacun a son histoire, chacun a ses idées. Et puis, il y a des gens de liberté qui disent vraiment ce qu'ils pensent. Vous n'aurez pas avec lui quelqu'un qui ruse pour se faire bien voir. Il dit en liberté d'homme ce qu'il pense. Et puis, et ça vous paraîtra peut-être étrange, c'est un homme de rêve. C'est un homme qui considère que le rêve est aussi important que la réalité. Et ça, c'est une qualité incroyable. Et pour avoir discuté avec lui dans d'autres circonstances, j'ai remarqué que les hommes de rêve, le vrai rêve, ça nécessite l'histoire, ça nécessite la connaissance des choses. On ne peut pas rêver à partir de rien. Et donc, quand quelqu'un a sa connaissance du passé, de tout le monde entier, de toutes les histoires du monde, de toutes les secousses qui ont secoué le monde, quand cet homme-là se permet de rêver, continue de rêver, alors ça veut dire
que l'homme est plus fort que ce que les événements nous imposent. Et ça, c'est une qualité énorme pour moi. Et je lui en ai parlé avant parce que je n'étais pas sûr qu'il aime beaucoup qu'on dise que c'est un homme de rêve. Et il m'a dit « je suis un homme de rêve ». Voilà. Donc on va parler avec lui de la réalité des choses et on le laissera, avec votre accord, rêver un peu pour nous dire ce que, d'après lui, il pourrait nous arriver à tous. Merci, je vais le chercher. Merci beaucoup, Alexandre. Tout marche bien. Oui, ne vous inquiétez de rien. Toujours inquiet, bien sûr. L'histoire marche mal, mais la technique, voilà. Ce soir, sera c'est déjà ça. Au rendez-vous. J'ai pas dit une chose, je voulais le dire sans vous, mais comme j'ai oublié de le dire, je le dis devant vous. Lorsqu'on a ouvert les réservations à la connaissance des gens qui allaient venir à Pau, les 2 premières rencontres qui ont été pleines, déclarées pleines dans la matinée du jour d'ouverture des réservations, c'était Edgar Morin qui n'a pas pu venir et Alexandre Adler, à égalité. Je voulais vous le dire. Je suis très flatté et je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont fait cette confiance. Je vais essayer de ne pas être tout à fait en dessous de leurs attentes. Alors, vous avez un surnom, Alexandre Adler, vous savez, non? Ah non. Non. Alors, votre surnom, c'est Omniscient. C'est Alexandre Adler, on peut lui demander n'importe quoi, sur n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité, et il est capable de vous répondre. Juste un mot sur votre mémoire. On dit souvent, alors je ne sais pas si c'est par facilité ou si c'est vraiment vrai, on dit, Alexandre Adler, on lui dit une fois un nom, et il s'en souvient toute sa vie. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. En réalité, je sais qu'effectivement, j'ai une capacité d'aspirateur de reconnaître des noms ou des circonstances, mais évidemment, ce n'est pas une mémoire abstraite. Et la preuve en est que, par exemple, j'ai appris quand même un peu de chimie au moment du bac. Il m'est resté un mot, hexachlorocyclobenzène, parce que ça me faisait rigoler. Mais après, je vous assure que mes connaissances en chimie sont assez minces. Et dans d'autres domaines aussi, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai toujours pensé que la mémoire était liée à des circonstances psychologiques et personnelles. Et évidemment, je vois tout à fait ce que j'ai développé et qui est assez rare, c'est-à-dire que les noms exotiques ne me font absolument pas peur et les circonstances historiques me plaisent énormément, de sorte que, et me pèsent aussi, parce qu'elles pèsent un gros poids dans ma vie. Alors, de sorte que le résultat est absolument étonnant en apparence, c'est que je reconnais très très bien les noms, les circonstances, tout simplement d'un monde compliqué dont j'ai essayé biographiquement très vite de démêler les chevaux qui n'étaient pas si simple. Je suis né certes à Paris, et dans le 12e arrondissement où j'ai habité une grande partie de ma jeunesse, mais enfin, mes origines sont beaucoup plus complexes et embrouillées, et c'est à cause de cela, c'est-à-dire le petit enfant que j'étais, qui essayait de faire sens à tout ça, que ces capacités ont fini par se développer, comme certains sont naturellement des grands musiciens. Mais en fait, la musique n'est pas toujours au départ... Il faut aimer la musique, mais leur capacité de se remémorer une partition, de la jouer sans regarder, moi, ça m'a toujours fasciné. Et je considère que c'est des exploits de mémoire bien supérieurs aux miens. Mais ils existent, et ils existent dans un contexte personnel, ça c'est évident. Alors moi c'est ça, c'était de comprendre le monde et d'essayer de le faire comprendre
une fois que j'avais compris, parce que je voulais me mousser aussi aux yeux de mes parents, de mes camarades. Et puis, il y a aussi le fait que, évidemment, on parlait chez moi plusieurs langues. Et en particulier, mes parents avaient trouvé, avec leur absence de psychologie évidente, l'idée que s'ils me parlaient toujours en français, ça m'a aidé d'ailleurs de parler assez vite un bon français correct, disons, mais qu'ils pouvaient toujours se parler en allemand parce que je ne comprendrais pas un mot. Ben là, évidemment, l'échec a été total, c'est-à-dire que je suis devenu bilingue à 2 ans, parce que je voulais savoir ce qu'ils racontaient sur mon compte. Et homme de rêve, ça vous convient? Parce que, en général, les scientifiques, les historiens, les gens de précision considèrent que leur rêve ne fait pas forcément partie de leur vie, ou même appartient à d'autres personnes. Je savais que la vie de mes parents était beaucoup plus compliquée et beaucoup plus intéressante que ce qu'ils en racontaient. Et nous vivions dans un petit 4 pièces dans le 12e arrondissement qui ne stimule pas l'imagination par elle-même. Si j'avais vécu dans un grand château, peut-être que je serais devenu plus disert. Mais regardez, Proust non plus, il n'a jamais été dans un château et ça l'a développé. Hein, moi, j'étais dans mon petit 4 pièces et je voulais en sortir. Et c'est là qu'au fond, je rêvais à un autre monde, que je devinais parfois. C'est un mélange de rêve et de divination. Et très tôt, cela s'est concentré sur un auteur, je l'avoue, qui n'était pas le plus grand écrivain français, loin s'en faut. J'étais plus bluffé par Balzac, moins par Stendhal à cause de son goût effroyable en matière de peinture et de musique, hein, c'est-à-dire être à la fois un fou de Rossini et la peinture du Corrège. Je pense que quand même ça le disqualifiait, mais c'était tout à fait à tort, parce que malgré tout Stendhal était un homme immense, mais pas dans ce domaine. En tout cas, l'homme que j'ai aimé, qui n'était pas un grand écrivain au sens courant du terme, c'est Jules Verne. Beaucoup plus que la petite science-fiction américaine ou soviétique que j'ai vue et que j'ai toujours trouvé un peu dépourvue d'imagination, un peu sèche, un peu blette. Alors par contre, Jules Verne, c'était un enthousiasme qui ne s'est jamais dépris et qui comportait d'ailleurs des visions extraordinaires, comme par exemple celle de l'insurrection complète des Tatars au milieu de l'histoire russe, qui était invraisemblable, mais qui était quand même une espèce de vision différente du monde, les Indes noires, avec cette réalité engloutie, avec le charbon enfoui dans les profondeurs de la terre, Robur le Conquérant, l'histoire de ces villes aériennes. Bon, mais ce sont des choses qui m'ont complètement fasciné. Et là, c'est vrai que le rêve a dû avoir, dans cette évocation de Jules Verne, une importance, surtout qu'elle correspondait assez facilement au scientisme naturel de mon père, qui ne pouvait pas désapprouver ce goût. Alors, juste quelques mots... Alors qu'il en aurait désapprouvé d'autres. Juste quelques mots sur les endroits d'où vous venez, les gens d'où vous venez. Ah oui, alors on arrive aux complications. Origine juive allemande et russe. Oui. Famille maternelle, votre mère installée en Turquie. Oui. Votre père y passe. Tous les membres de votre famille paternelle exterminés dans les camps. Oui, alors ça, je déteste avoir eu à dire ça parce que je ne suis pas un professionnel du martyr. Et non, mais c'est juste votre histoire. Oui, c'est mon histoire en effet. Mais j'étais agacé par ce qu'avait trouvé Klarsfeld, les fils et les filles de déportés, etc. On ne va pas passer sa vie ancien déporté qu'avec une décoration en plus. Ce n'est pas une décoration. Alors ça m'agaçait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours la bêtise crasse de ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'avais eu un débat sur l'adhésion de la Turquie. À l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais j'étais tout à fait pour l'adhésion de la Turquie à l'Europe parce que je voyais que tous ces Turcs extrêmement modernes, extrêmement ouverts, comme Orhan Pamuk... qui seraient laissés sur le pavé. Ben voilà, qu'on était en train de les abandonner, et les abandonner évidemment à des populistes qui allaient leur faire ce qui est arrivé. Donc j'étais à fond pour cette Turquie moderne qui était celle des miens, bien sûr. Alors je me suis un peu énervé dans le débat. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous en faites, les Turcs, etc. Pourquoi vous voulez... Je vais vous dire une chose très simple. Hein. Les Turcs, ils sont allés sauver des centaines de déportés juifs
qui, sans eux, ne seraient pas vivants. Et ça, c'est une histoire extraordinaire, mais que je connaissais personnellement, mais qui ne concernait pas, hélas, ma famille. Alors, ma grand-mère s'est beaucoup occupée de ce sauvetage, notamment des enfants des Balkans, qui arrivaient comme cela avec un visa turc et que les Turcs ont gardé. Ça a été le cas de nombreuses personnes. Alors, malheureusement, ma grand-mère s'est beaucoup battue pour les autres, mais pas pour les siens. Enfin, pour les siens, elle a essayé, mais il n'y est pas arrivé. Et donc, évidemment, grossièrement, le rédacteur disait oui, il est très attaché à la Turquie parce que les Turcs ont sauvé sa famille. Alors, ça m'a énervé. Je lui ai renvoyé un petit mot disant non, ma famille, elle, n'a pas été sauvée par les Turcs. Si, ceux qui étaient en Turquie, bien sûr. Mais les autres, la plupart, sont morts dans les camps. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai un palmarès, malheureusement, presque total. Mon oncle est mort dans la marche d'Auschwitz, d'épuisement. Et puis, beaucoup d'autres ont disparu dans les mêmes circonstances ou des circonstances voisines. Alors, je tenais à le dire une fois parce que j'avais envie de mettre une paire de claques aux journalistes, mais c'est devenu maintenant, ça accompagne toutes mes biographies. Alors, sa famille, non, c'est pas... Oui, c'est vrai, et ce n'est pas vrai. Je ne suis pas du tout fait par la déportation. Sauf sur un élément, quand même, je m'excuse d'être disert comme ça, c'est que mon père me disait toujours de façon obsessionnelle, tiens-toi droit, pense aux bicornes, c'était parce qu'il voulait que je sois polytechnicien, ce que je n'ai jamais été, évidemment. Et puis, la troisième recommandation, c'était surtout marche beaucoup. Et ça, je me demandais pourquoi il avait cette obsession que je sois toujours un grand marcheur, ce que j'étais d'ailleurs. Et ensuite, j'ai compris. C'est qu'en fait, il ne voulait pas que je meure d'épuisement dans une marche insupportable. Un jour. Mais ça, il ne l'aurait jamais dit. C'était les secrets. Votre père, par parenthèse, brigades internationales et la Légion étrangère pendant la guerre. Voilà, c'est comme ça qu'il est le seul survivant de sa famille, parce que ça a été très dur pour sa famille aussi, qui était restée au pays, en Hongrie, ou Roumanie, selon les caprices des régimes. Mais en tout cas, lui, il s'est engagé assez tôt, je peux le dire maintenant, dans les services soviétiques. Et donc, il est parti avec la mission militaire soviétique en 1936. En Espagne, il a été dans plusieurs fronts importants, dont la bataille de la cité universitaire à Madrid. Et puis après, il a eu des vicissitudes diverses, dont celle d'observateur aérien, à un moment où, d'ailleurs, il était un peu soupçonné à cause de son meilleur ami que Marty avait fait fusiller. Et c'est ainsi qu'il est devenu ami pour la vie d'André Malraux. Et épisode plutôt comique, d'ailleurs, parce que il avait... Malraux qui commandait l'escadrille espagnole. C'est-à-dire, en fait, tous les moyens aériens, et comme il n'y en avait pas beaucoup, la vérité, c'est que l'escadrille espagnole faisait du renseignement aérien. C'est-à-dire qu'elle prenait des photos, et voilà. Mon père était observateur. Alors voilà, c'est sa guerre d'Espagne. À la sortie de cela, il est allé assez vite à plonger dans la clandestinité, en Angleterre d'abord, en France. Et puis, il n'a rien trouvé de mieux pour être tranquille que de s'engager dans la Légion étrangère. Alors, il l'a fait par tactique, mais en réalité, il a été formidablement engagé dans l'amour de la Légion étrangère et de son esprit et de son courage. Et d'ailleurs, petit, il me faisait chanter « À tu droit du boudin », ce qui était une de mes premières tentatives dans l'art lyrique. Et alors, en tout cas, voilà, il est resté à la Légion jusqu'en 1940. Et après, il a été chargé de l'aile militaire de ce qu'on a appelé l'Orchestre Rouge, qui était en fait les services de renseignement militaires et politiques soviétiques en Europe occidentale. Et là, il est resté jusqu'à la chute de ses amis en 1942, juste à la veille de l'invasion de la zone sud. Il a ensuite eu des vicissitudes diverses. Et puis, avec l'autorisation du général de Gaulle et une lettre que j'ai fini quand même par avoir connaissance, il a été autorisé à s'installer en France avec un statut un petit peu d'émissaire et de diplomate. Et là, une grande amitié l'a lié avec Jacques Foccart, un personnage que personne ne comprend et qui était pourtant un homme admirable,
ne serait-ce que par son amour des peuples africains, qui n'était absolument pas ce que le général de Gaulle lui demandait, et qui correspondait à sa sensibilité véritable. Et bon, ben voilà, et c'est voilà l'histoire. C'est pour ça que vous êtes français. Compliquée. Et oui, je le dois au général de Gaulle et au colonel Passy, qui a rédigé la lettre que lui avait demandé de faire Brossolette, qui lui était un homme proche de mon père. Alors, un mot général avant qu'on aborde les sujets de votre livre. Votre famille a traversé, comme vous êtes un homme de mémoire, vous avez en tête tout ce que votre famille a traversé. Comme vous êtes un homme d'études, vous savez tout ce que les différentes régions du monde ont subi comme secousses, révolutions, contre-révolutions, massacres, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état du monde avec toutes les cicatrices que vous connaissez de l'histoire du monde, vous le regardez aujourd'hui avec méfiance, avec espérance, avec prudence? Je devrais répondre oui aux 3 questions qui sont tout à fait perspicaces, mais j'en exclus une, c'est méfiance. Comme vous l'avez compris, je suis un fils de survivant. Mon père n'aurait pas dû survivre aux différentes épreuves auxquelles il a été confronté, ma mère non plus d'ailleurs. Et donc dans ces conditions, j'ai une espèce d'optimisme que les gens me reprochent parfois, disant oh, mais toi tu vois tout s'arranger. Et oui, c'est vrai. Je suis un enfant, non pas justement du martyr, c'est pour ça probablement que j'ai réagi à cette histoire de famille déportée. Oui, mais en fait non, je suis un enfant de l'espérance. C'est évident, et comme les enfants ont beaucoup de mal de se défaire des premières perceptions, les premières qui informent au-delà des contenus et des choses précises, le rapport à la vie, je ne peux absolument pas penser que nous allons vers le mal. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop tiqué à ce texte, à ce titre sur la géopolitique de l'Apocalypse que mon ami qui fait tous mes titres aux éditions Grasset m'avait proposé. Il m'avait déjà trouvé pour le livre sur le 11 septembre. J'ai vu finir Le Monde Ancien, qui est un petit extrait de l'Apocalypse de Jean. Et donc là, ça m'avait beaucoup ému, ce texte. Là, l'autre, je l'ai trouvé presque un peu provocateur. Et puis je me suis dit, oui, mais Apocalypse, d'abord, on va le faire au pluriel. Et puis deuxièmement, Apocalypse, ça n'a jamais signifié la destruction, pas seulement. Ça peut être aussi cela, un passage de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est, en termes grecs, la révélation, la lumière. C'est enfin, alors c'est très terrible dans l'Apocalypse de Jean, mais ça n'est pas nécessairement aussi terrible que ça. C'est à travers de grandes épreuves, et Dieu sait que nous en avons eu au XXe et XXIe siècle, et c'est essentiellement de cette période-là dont je parle dans mon livre sur la géopolitique. Eh bien, au travers de tout cela, il y a beaucoup plus de liberté et de lumière que d'accablement. Et d'ailleurs, je voudrais aussi en profiter pour dire que les gens qui font peur, c'est facile de faire peur, hein, d'effrayer avec des perspectives absolument déplorables dans tous les domaines. Eh bien, j'ai un profond mépris pour eux. Je l'avoue, je n'aime pas les gens qui font faire peur aux autres. Je me souviens d'un livre qui est sorti juste après la chute du mur et qui analysait toutes les bombes atomiques qui, notamment au Kazakhstan ou en Ukraine, allaient dans d'autres mains. Circulaient librement. Et alors le raisonnement, vous l'imaginez, c'est de dire, écoutez, avec une telle quantité d'armes qui ne sont pas récupérées ou qui se promènent un peu partout, bien des scénarios, donc notamment de James Bond, ont été faits sur ce sujet, vous pensez bien qu'il est évident qu'il y aura une explosion nucléaire délibérée dans les 5 ou 6 ans qui viennent. C'était écrit vers 1990. J'ai lu ça, j'ai méprisé intensément l'auteur de ces lignes, que je ne désignerai évidemment pas. Et je me suis dit, comment peut-on oser faire peur aux gens avec des choses pareilles alors que les ressources de l'humanité sont immenses? Et ça s'est effectivement passé. Même si l'Ukraine et le Kazakhstan n'étaient pas des pays particulièrement bien administrés, eh bien on a récupéré toutes les armes nucléaires, toutes. Et il n'en manquait aucune au compte, et il n'y a eu aucun accident nucléaire de ce genre dû à la mauvaise disposition des armes militaires. Donc
Je ne le savais pas. Mais je me subodérais que quand même, devant un tel défi, l'humanité ferait un petit effort. Et c'est toujours le cas. Ça a été le cas à Cuba, et c'est une des réponses les plus importantes sur la complexité de l'esprit humain. Il y a eu au moins quatre officiers de marine soviétiques qui n'ont pas obéi aux ordres qu'on leur donnait, un en particulier auquel Gorbatchev voulait donner le prix Nobel de la paix, et puis il n'a pas pu parce que c'était la fin de la perestroïka, mais c'était une très bonne intention, qui avait accepté, en contrevenant aux ordres, de faire surface avec son avion, son sous-marin qui était complètement encerclé et qui était en train de perdre tout son oxygène. Et donc l'ordre qui lui avait été donné, un ordre absurde, c'était de se suicider en asphyxie et avant de balancer toutes ses charges nucléaires un peu partout. Donc c'est vrai, nous avons été à 2 doigts d'un accident nucléaire incommensurable à Cuba. C'est même après Cuba que beaucoup de choses ont été faites pour que ça ne puisse plus arriver. Voilà. Mais avant cela, il y a eu l'immense complexité de l'esprit humain. C'est pour ça que les théories, là, comment tu appelles ça, le transhumanisme, me font rigoler. Avant que nous arrivions à trouver avec des algorithmes et avec de la biochimie les moyens de répliquer l'esprit humain, ben, il y aura beaucoup de temps qui passera. Parce que l'esprit humain, c'est quand même autre chose. Et c'est d'une complexité et souvent d'une créativité dont nous n'avons pas véritablement pris la mesure. C'est cela la vérité. Alors je sais bien que déjà à l'époque romaine, lorsqu'on a fait le Colisée, juste avec les pierres de la destruction du temple de Jérusalem, les gens qui allaient au Colisée et qui avaient ces nouvelles lunettes que les Romains avaient trouvées et qui leur permettaient de, sur les terrasses du Colisée ou des jardins impériaux, de voir vraiment en grandeur réelle les gladiateurs se faire égorger, et ils pouvaient ajouter leur poing pour voir, et puis peut-être un peu de sang aussi. Donc ils avaient un sentiment certainement de surhumanité. Ils avaient, avec les lunettes qui n'étaient pas encore à flelou, eh bien, ils avaient déjà les moyens d'intervenir directement dans des sacrifices humains. C'était quand même formidable. C'était de la réalité sans télé. Voilà, c'était une civilisation formidable. Et puis vous avez vu combien de temps elle a duré avec son Colisée et ses salauds. Ben voilà, c'est la même chose avec le transhumanisme. C'est rien du tout. Alors, dans votre livre, vous déterminez quatre enjeux dont vous considérez que ce sont les plus importants pour les années qui viennent. Démographique, écologique, incertitude numérique, urbanisation massive. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire pourquoi vous les avez choisis et l'importance que vous attribuez à chacun? Alors c'est Philippe qui l'a choisi, c'est la lecture, et il me l'a dit, il me les a fait lire juste avant que j'arrive en me demandant qu'est-ce que tu veux faire, etc. Moi j'ai répondu, pour essayer de ne pas fatiguer trop l'auditoire, et il faut répondre vite. Alors la première question qui, elle, ne fait aucun doute, c'est l'urbanisation. Nous avons un concept de ville qui était le même que celui qu'avaient déjà les anciens, avec une ville, une périphérie, des villes satellites. Mais enfin, la structure urbaine était celle que nous connaissons encore. Et il est évident que le transfert aujourd'hui d'une population des campagnes vers l'urbanisation, qui est la seule solution à l'augmentation démographique considérable que nous allons connaître au moins dans un premier temps, eh bien, va nous livrer le concept de la mégalopole, la ville géante. C'est-à-dire que, bien entendu, cette mégalopole pourra être plus ou moins bien gérée. C'est d'ailleurs un défi formidable pour les urbanistes et les architectes. Mais ça peut atteindre 80 millions de personnes. Ça peut atteindre, dans certains cas en Chine, à peu près 60 millions de personnes. Je pense qu'on n'ira pas trop loin, pas au-dessus. On va voir un peu quels sont les optimaux. Et puis beaucoup de villes vont rater ce passage. Les 25 millions du Caire ou les 30 millions de Mexico sont des échecs de la planification et de la pensée. Mais bon, on peut arriver à faire beaucoup mieux. Mais par exemple,
certaines villes seront satellisées et utilisées par d'autres, et puis les transports modernes, eux-mêmes liés au transport électrique, et à la fin des hydrocarbures, ou du moins c'est leur diminution, vont nous laisser de grands espaces urbains cohérents. Et certains, d'ailleurs, se feront annexer. Par exemple, Detroit a été le grand échec de l'administration Obama. Nous ont laissé cette pauvre ville qui était la capitale de l'automobile vide. Crever la bouche ouverte. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour beaucoup dans les triomphes immédiats d'Obama. De Trump, vous voulez dire. De Trump, oui. Et Obama et Trump sont en fait malheureusement solidaires dans des domaines très, très différents. D'ailleurs, Obama a la distinction incarnée et Trump la vulgarité de cauchemar. Mais il y a aussi d'autres points sur lesquels on peut les différencier et beaucoup où on peut les rapprocher, dont cette incurie. Mais il est évident que Détroit est en train de devenir la banlieue de Toronto. Toronto a gagné et Toronto est une ville maintenant immense qui bénéficiera beaucoup plus encore que Vancouver de l'immigration chinoise, qui est déjà une composante très importante de cette ville, comme l'immigration italienne l'était de New York. Et donc, je pense qu'effectivement, nous avons assisté à la fois sur le plan des rassemblements de population et aussi sur le plan de l'organisation de la société à des mégalopoles qui vont jouer un rôle politique évident. C'est-à-dire que, bien sûr, nous allons avoir de grands États mondiaux avec des millions d'habitants, mais bien entendu aussi le mouvement compensateur, c'est que de très grandes villes vont peser d'un poids certain et définitif. Et par exemple, en Chine, le processus est déjà en route. Canton, par exemple, a gagné, et c'était une bataille pour la démocratie, qui est peu dans le gène de Canton, contre Chongqing, qui se voulait la capitale de Po Xilai, l'homme des karaokés et du retour au maoïsme un peu planifié. Bon, Chongqing a perdu et Canton a gagné. Canton, c'est la démocratie et Canton, c'est aussi Hong Kong et c'est aussi la réconciliation avec le Vietnam. Et puis, on retrouve des choses comme celle-là, bien sûr au nord aussi. Bon, Pékin et Tianjin sont maintenant une grande, immense métropole qui est constituée par le TGV. Mais nous aurons des choses de ce genre. Par exemple, il est clair qu'il se prépare dans l'Europe du Sud un lien entre Lyon, Milan et Barcelone qui est alternatif aux grandes capitales Madrid, Rome et Paris. Et tout cela est en train de se faire et c'est un phénomène immense. Ça, c'est le premier point. Démographie, oui, bien sûr. Nous avons une augmentation démographique considérable et avec des phénomènes bouleversants. Tu me parlais des 200 milliards 2 milliards d'Africains d'ici 2050, en plus. En plus de ceux qui existent déjà. Il est évident d'ailleurs que ce n'est pas la peine de se tordre les mains en disant que nous ne pouvons rien faire. Il est évident qu'une partie de cette population africaine est destinée à l'Europe et qu'elle y restera. Et certains pays, recevront cette manne africaine, si j'ose dire, peut-être de manière différente d'autres. Par exemple, les Allemands qui traversent une remise en cause très profonde de leur histoire ont été renommés pour leur haine des Africains bien avant le génocide juif. Par exemple, les Hottentotes qui s'étaient un petit peu révoltés dans le sud-ouest africain ont été génocidés véritablement juste avant la guerre de 14. Mais le véritable génocide parfait qui touche un petit nombre de personnes, mais qui est tellement représentatif de la vraie pensée d'Hitler, c'est la liquidation sans aucune exception de tous les enfants nés de couples mixtes pendant l'occupation de la Ruhr par les forces françaises et belges, c'est-à-dire en 1921, 1922. Et là, après, les Français et les Belges se sont retirés, mais ils ont laissé quelques petits garçons et petites filles que leurs parents élevaient quand ils ne les abandonnaient pas. Mais enfin, en tout cas, ça n'a pas été long, puisqu'en 1933, l'année de la prise de pouvoir par Hitler, une opération programmée par la SS les a tous retrouvés.
depuis les orphelinats jusqu'aux familles qui les élevaient comme elles le pouvaient. Et elle les a tous tués par le gaz. Et qu'on ne dise pas qu'ensuite le génocide est une série de hasards qui se sont présentés au moment du basculement de l'Allemagne. Pas du tout. C'était véritablement un élément structurant de la pensée d'Hitler. Et aujourd'hui, l'Allemagne a tellement honte d'une telle situation qu'une femme comme Angela Merkel, fille de pasteur de l'église confessante, c'est-à-dire la petite église protestante anti-nazie, D'Allemagne de l'Est. et d'Allemagne de l'Ouest, son père est venu d'Hambourg parce qu'il voulait que l'église en Allemagne de l'Est ait encore des paroisses. Et c'était un homme admirable qui a été surveillé par la Stasi depuis l'entrée en Allemagne de l'Est jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça qu'Angela Merkel était la petite fille modèle, à la fois une chrétienne intense et en même temps la bonne élève du régime pour ne jamais permettre des accusations contre son père. Le résultat, il est là. C'est une femme qui est régie par la morale beaucoup plus que par la politique, insuffisamment d'ailleurs. On lui doit par exemple la réouverture des mines de lignite quand elle a décidé de quitter le nucléaire. Et là, c'était bien opportuniste et c'était pour satisfaire son électorat vert. Mais là, devant une question comme celle-là, elle a réagi tout simplement en ouvrant sa Bible et en lisant « Tu accueilleras l'étranger parce que tu as été étranger au pays d'Égypte ». Pas de discussion. Parce que vous savez que, par exemple, l'accueil de l'étranger, dans le texte de la Bible, n'est pas conditionnel. On ne dit pas tu accueilleras l'étranger parce qu'il souffre et que tu dois montrer un peu de... Miséricorde. On dit tu as été étranger au pays d'Égypte et maintenant tu vas aussi recueillir l'étranger. Et c'est point à la ligne. Ce qui prouve que sans doute ceux qui écoutaient cette parole de la Torah n'étaient pas tout à fait convaincus eux-mêmes. Mais on leur a dit non, c'est pas facultatif, c'est pas une discussion, c'est un impératif. Et pour la petite Angela Merkel qui lisait sa Bible tous les soirs à l'abri des espions du régime, c'est pas impératif non plus. Alors c'est pour ça que les Allemands l'adorent et la révèrent, parce qu'ils voient en elle ce qu'il y a de mieux en eux, mais en même temps ils supportent pas ces impératifs et cette incapacité de faire de la politique. Et il est évident que moi, en bon latin, même si je suis aussi le juif allemand qui peut la comprendre, j'aurais aimé qu'elle mente davantage. Il est évident qu'elle mente davantage. Mais bien entendu, qu'on arrange le coup. On ne va pas quand même dire à tous les gens, voilà, vous avez des Arabes, des Noirs là qui viennent, et puis ils vous demandent l'hospitalité, vous allez leur donner, et puis ce n'est pas une discussion. Non, il aurait fallu dire, non, bien sûr, c'est provisoire, c'est des situations difficiles, mais certaines pourront être résolues, d'autres ne le seront pas, et nous serons de la fermeté la plus grande, comme on fait en France, en n'ayant évidemment pas l'intention de faire quoi que ce soit. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, moi, si je fais de la politique en France, c'est arranger le coup au maximum d'immigrés et mentir ouvertement sur le fait qu'on va les expulser. Et puis de temps en temps, il y a quelques-uns qui sont vraiment antipathiques, et ceux-là, on veut les expulser, on va en faire toute une histoire. Et ça va un peu calmer les gens. Mais on ne peut pas demander aux gens d'être des saints et de voir venir comme ça des gens qui viennent on ne sait pas d'où. Pardon, mais quand vous avez dit l'Afrique va venir en Europe, ça va poser des problèmes. On nous aura la même proportion à la fin de Noirs dans notre population qu'il y en a déjà aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ça s'est fait à travers la ruse de l'esclavage, ou au Brésil, avec des souffrances et des humiliations considérables. Nous, non. Mais finalement, nous aurons une population d'origine africaine, française, et qui, dans l'ensemble, s'habituera à la France très bien. Et ce qui nous rend finalement meilleurs que les autres, c'est que déjà l'Afrique française était infiniment plus ouverte et infiniment plus respectueuse des identités africaines que d'autres. Par exemple, je garde quand même l'émotion des mémoires de Lumumba, qui raconte que pour lui, le monde a changé lorsqu'il a franchi le Stanley Pool entre Léopoldville de l'époque, qui est devenu Kinshasa, et Brazzaville. Et qu'en arrivant à Brazzaville, il a eu enfin le sentiment d'être un homme. C'est Lumumba qui le dit. Par exemple, on ne me tutoyait pas, on me vouvoyait, on a du monsieur, on me serrait la main. C'est des choses que j'ai dû apprendre à Brazzaville. Eh bien, ces quelques phrases de Lumumba, qui par ailleurs a aussi
ses idées sur le colonialisme français et la guerre d'Algérie. Mais quand même, ces quelques phrases-là qui décrivent ce que voulaient les Français libres et le général de Gaulle avec le discours de Brazzaville, eh bien, m'ont fait chaud au cœur. Je dois dire que c'est une des choses qui m'émeut le plus et me rend fier d'être français. C'est comme ça. Mais bon, cela dit, tout ça est un monde très complexe et je ne suis pas pour chasser les xénophobes en pensant que tout ça n'est pas un problème et que... Non. Entre les faux culs professionnels de notre gouvernement qui ne refusent des bateaux de malheureux de débarquer en France, et puis qui sont toujours prêts à faire la leçon aux malheureux Hongrois, Polonais et autres, qui bien sûr ne sont pas tout à fait formidables, mais aussi ont eu à souffrir dans la période du communisme des choses plus dures. Je pense que tout ça manque de nuances. Bonne nuance. Il ne s'agit pas de la ligne générale, je suis en gros d'accord avec tout ce qu'on fait. Mais c'est la façon d'être, c'est-à-dire comprendre l'histoire, comprendre les interlocuteurs, les respecter et ne pas les mépriser. Bien entendu, ce que je dis dans un sens, je le dis aussi dans l'autre. Quand j'imagine le sacrifice des pilotes polonais de la RAF, il y en avait à peu près 6 fois plus en 1940, au moment du Blitz, qu'il y en avait de pilotes français. Ce n'était pas faute de vouloir, mais peu de Français étaient arrivés en Angleterre et les Polonais étaient arrivés massivement. Et ils se sont battus comme des lions pour l'Angleterre. Et lorsque maintenant nous avons une immigration économique polonaise en Angleterre, qui d'ailleurs rend des services essentiels à l'économie, et que nous avons le racisme anti-polonais, qui est une des composantes majeures du Brexit et de ses partisans, M. Farage et ses salopards de ce genre, qui s'étaient déjà distingués en refusant la nationalité britannique aux Gourkhas, qui avaient été... Les Indiens, oui. Ah, oui, qui étaient ces militaires du népalais, qui étaient tous... qui montaient encore la garde à Hong Kong, et puis on ferme Hong Kong. Et ben les Gourkhas, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Ben, c'est des comportements comme ceux-là qui font que je ne pardonne pas aux partisans du Brexit, en tout cas à ceux-là. Je trouve ça infâme. Mais bien sûr aussi, je ne suis pas pour jouer les pères la vertu et les leçons de morale. C'est bien entendu cela où notre président, M. Macron, a raté entièrement. Il fallait au contraire parler à ce qu'il y a de meilleur chez les gens, leur dire regardez, vous les Polonais, vous êtes battus pour la liberté de toute l'Europe. Vous avez et là, ça a invalidé le discours de Kaczynski et des mauvais Polonais qui sont très nombreux. Mais ceux-là, il faut les battre. Il ne faut pas leur faire la morale ou essayer de s'en débarrasser. Écologie et incertitude numérique. Alors, écologie, c'est tellement évident que ça va être rapide, tout le monde a compris. Mais est-ce que tout a été compris? C'est là le problème. Le problème commence dans la définition de l'écologie. Il est évident que dans l'écologie, il y a beaucoup de choses tout à fait qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, et puis des choses qu'il faut faire plus lentement, et d'autres qui sont difficiles. Par exemple, le fait de prolonger l'énergie nucléaire, le temps nécessaire à la transition, et notamment au progrès technologique de l'électricité automobile, etc. Donc, je sais très bien que l'écologie, c'est le problème de surmonter la panique. Les gens sont paniqués aujourd'hui par le réchauffement climatique, comme une population à la sortie d'un cinéma qui se précipite vers les portes et qui va en finir par écraser les uns avec les autres. Nous avons beaucoup de panicards chez les écologistes qui donc inventent tout et n'importe quoi, dont des choses qui sont extrêmement dangereuses ou vont à l'encontre de ce que nous voulons faire. Et nous avons des mesures beaucoup plus importantes et très rapides qu'il faut prendre. Par exemple, il est clair que le réchauffement climatique va créer des dégâts des eaux et une vulnérabilité des rivages dans certaines régions qui nécessitent tout de suite des grands ouvrages, des barrages, oui, des barrages. Et bien entendu aussi des opérations de gestion des eaux. Et tout cela doit être fait avec un calendrier et
un ordre hiérarchique, sachant que les objectifs, nous sommes tous d'accord. En réalité, nous sommes tous d'accord. Alors voilà, bon, et puis bien entendu, cela suppose aussi qu'on s'occupe de M. Trump rapidement. Alors la dernière question, la plus complexe et la plus intéressante. Le numérique. Oui, le numérique est en train de transformer complètement le monde et la façon même dont nous pensons, l'écriture, la communication. On voit des avantages absolument extraordinaires et que des aigrefins ont su utiliser dans un premier temps pour s'enrichir à nos dépens. Nous voyons aussi beaucoup de choses qui sont probablement rapidement envisageables, d'autres qui demanderont peut-être un peu plus de temps. Et là, c'est une véritable transformation intellectuelle à laquelle il faut procéder et qui n'est pas panicarde, justement, et qui n'est pas tout à fait évidente. Ce que je vois de plus extraordinaire dans ce que nous voyons maintenant, c'est que nous avons, à côté de l'univers à 4 dimensions auquel la relativité générale nous a conduites et qui est la grande découverte d'Einstein, nous avons aussi quand même la force des découvertes de Max Planck et de Niels Bohr, c'est-à-dire la physique quantique, la mécanique quantique. Alors je dis mécanique quantique parce que cette mécanique qui est donc fondée sur un progrès des statistiques qui prouve qu'il y a des plages entières de réalité qui ne sont pas déterminées, sont indéterminées. Alors Werner Heisenberg, qui a été le pape de cette mécanique quantique à une époque, pensait que de toute façon on ne pouvait pas arriver, et pour lui c'était un postulat métaphysique, aller au-delà parce que la mesure interdisait la perception, et la perception elle-même ne pouvait pas avoir lieu sans mesure. Bref, c'est les paradoxes de la physique quantique. Ces derniers temps, j'ai lu que nous sommes arrivés à réduire un petit peu ce que Bohr pensait être des limites infranchissables. C'est-à-dire qu'on est un petit peu moins quantique et un peu plus déterministe que ce qu'il pensait. Et on a probablement, dans le progrès lent de ce domaine, les moyens de diminuer petit à petit l'incertitude. Mais on ne la supprimera pas. Et par contre, la grande révolution à laquelle probablement tout ceci nous conduit, et là ça me conduit directement à l'histoire, c'est que probablement la mécanique quantique ne vaut pas uniquement pour la microphysique. Vous savez qu'à un niveau donné, on revient à la physique normale qui est elle-même déterministe. Et c'est une question d'explosion des dimensions. Il y a un moment où les objets redeviennent non quantiques, normaux. Eh bien, il n'est pas certain que certaines réalités ne demeurent pas quantiques alors que les dimensions dans lesquelles elles se déroulent sont très élevées par rapport à ce que nous connaissions. Je pense par exemple tout simplement à certains éléments du développement historique. Nous n'avons pas de modèles mathématiques qui nous suivent, mais nous voyons qu'il y a quelque chose comme le quantique. C'est-à-dire que ce n'est pas fait, ce n'est pas joué. Et ce n'est pas joué uniquement parce que nous ne connaissons pas encore ou parce que nous n'avons pas les moyens. Ce n'est pas joué parce qu'il y a une plage d'incertitude que la réalité ouvre elle-même. C'est ça qui m'a fasciné très, très tôt. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous ne pouvons pas savoir jusqu'où et par où ça ira. Il y a des choses qui sont absolument déterminées, mais d'autres non. Et là, c'est là, évidemment, où la géopolitique... C'est là où se passe la vie. Eh bien oui, la vie. Et la géopolitique a sa chance, parce qu'on ne sait pas encore, à un moment donné, comment les équations s'ordonneront. Alors, on va déborder un peu, mais je voulais absolument qu'on aborde encore un point, qui j'ai trouvé absolument lumineux dans votre livre. Je vous le dis comme je le pense. Vous dites, à propos de quantique, vous dites, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est le démembrement de ce qui apparaissait comme puissant et uni. Vous dites qu'il n'y a pas un États-Unis, des États-Unis d'Amérique comme un seul pays, mais il y a deux Amériques en ce moment. Absolument. Celle de Trump et celle qui en veut à Trump à mort, quasiment. Il n'y a pas un Iran, il y a deux Irans. L'Iran des ayatollahs et l'Iran de dizaines de millions d'Iraniens qui ne veulent plus que ça continue comme ça. Et en France, à des degrés bien inférieurs,
il y a une France qui se sent délaissée et une France qui se sent Tout à fait. dans le courant déjà. Alors, je voulais vous demander comment vous est venue cette idée que ce à quoi on assiste est peut-être le plus grave et le plus important, j'allais dire, c'est que des entités qui paraissaient unies risquent peut-être de se désunir, et quel est l'aboutissement, si c'était vrai, d'une telle évolution? Eh bien, l'aboutissement, ce sera quand même le retour à une certaine normalité. Là, mais peut-être parfois, l'aboutissement sera-t-il un peu triste. Mais en tout cas, je suis persuadé pour ma part que, un petit peu, vous savez, comme ces départs de courses cyclistes, où tout le monde reste appuyé sur son vélo jusqu'au plus tard possible. Parce que dans les courses de vitesse, oui, ils font du surplace. Ils font du surplace. Nous sommes dans le surplace. Et la première fois où je l'ai vu, parce que toujours il y a des racines historiques, c'est en Iran. En Iran, j'avais un schéma tout fait et qui était parfait. C'est la chute des maoïstes et la victoire de Deng Xiaoping en Chine qui a ouvert la voie à la Chine moderne. Au départ, donc, Mao Tse-tung multiplie les erreurs et les massacres. Les massacres, enfin les derniers. Les derniers. Les derniers, en tout cas, fait vivre la Chine dans un climat de zombies complet. Et puis, un beau jour, finalement, Chou Enlai, qui sait mourir, mais qui ne veut pas quitter la terre comme cela, et Deng Xiaoping, qui vient d'être réhabilité, mais qui a encore tout à faire pour reprendre ses fonctions, s'entendent alors que Mao voulait les opposer l'un à l'autre. Et cette entente va être le départ d'une espèce de déstabilisation complète du régime de la révolution culturelle. Et après une ultime tentative de destituer Deng Xiaoping à la mort de Chou Enlai, eh bien, Deng revient et Deng l'emporte. Et Deng impose ensuite une nouvelle Chine qui correspondait profondément à ce que voulait la majorité de la population chinoise. Bon, eh bien, c'est à peu près ce qui se passait en Iran avec la fin de Ahmadinejad et des gardiens de la révolution. Voilà, des hommes de main qui étaient là pour remettre avec leurs cogneurs professionnels la majorité des Iraniens dans le rang et qu'un beau jour, tout ça changerait. Et je pensais même qu'il y aurait l'équivalent de ce qu'ont été certains militaires en Chine, comme Su Shiyu, qui ont protégé Deng Xiaoping au nez et à la barbe des maoïstes. Bon. Et puis ça n'a pas eu lieu, à ma grande déception. Ça ne passait pas, c'est-à-dire qu'on voyait bien que toute la société iranienne voulait une profonde rénovation, mais on voyait bien aussi qu'elle n'arrivait pas à franchir la passe. Et que donc, on était arrivé à un moment où l'Iran n'était ni en voie de démocratisation, ni en voie de restauration du fascisme iranien traditionnel, mais dans une espèce de stagnation. D'entre-deux, avec une espèce de mouvement comme cela, un peu bizarre, quantique précisément. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je me demande si cette réalité n'est pas en train de se développer, parce que quand Trump a gagné dans des conditions invraisemblables, il est évident que les militaires ont pensé pouvoir réussir avec lui ce qu'ils avaient réussi avec Reagan, c'est-à-dire lui dire oui sur un ou deux points, et puis pour le reste, prendre les choses en main. Ça a été l'œuvre de Schultz. Et à ce moment-là, on a vu les États-Unis de Reagan gouvernés pas par les principes réganiens, mais par sa paresse et son abstention dans une vision de plus en plus rationnelle et qui a conduit un dialogue américano-russe qui nous a ensuite ouvert à la chute de l'Union soviétique pure et simple. Je me suis dit, au fond, est-ce que ce schéma-là ne va pas se reproduire? Eh bien, il ne se reproduit pas non plus. Et donc, petit à petit, j'ai été fasciné par cette relation étonnante que maintenant, à peu près toutes les puissances qui étaient unies, on pouvait parler de puissance, ne le sont plus. Ça m'a tout de suite frappé lorsque j'en dis l'Amérique veut, etc. Mais quelle Amérique? Vous discutez avec les militaires qui sont tous maintenant, et ils se sont devenus radicalement anti-Trump, et ils veulent à peu près le programme inverse, au point qu'un de mes amis saoudiens, qui les connaît bien, a fini par appeler les militaires américains la junte, comme dans une démocratie du tiers-monde, mais qui est là, dans les couloirs, à essayer de défaire tous les jours ce que Trump fait.
et parfois de manière très ouverte, comme par exemple lorsque, après un tremblement de terre au Mexique qui avait bouleversé les Mexicains, où Trump avait décidé de s'asseoir sur toute condoléance, il y a eu une décision collective de tous les chefs militaires américains, et certains sont encore en place, d'autres ont déjà été démissionnés, pour se rendre en délégation à Mexico pour donner présenter leurs condoléances aux militaires mexicains. C'est un acte d'insubordination qui est visible. Et provocatrice même, on va dire. Provocatrice, mais qui n'a pas donné lieu, parce que Trump, qui est quand même aussi un lâche, de temps en temps s'écrase quand il voit que le rapport de force ne lui est pas favorable. Ou alors il revient avec un coup de pied dans les Twitter, enfin des choses invraisemblables. Toujours est-il qu'il n'y a plus d'Amérique, mais 2 Amériques au moins qui sont en train de se combattre. Et ce n'est pas la gauche et la droite, parce que sur les militaires qui souhaitent faire tomber Trump par tous les moyens, il y a des gens de centre droit, voire d'une droite, pas tous, hein, mais certains qui sont... Droite ferme. Ferme, mais pas avec lui, et pas comme ça. Et en Iran, c'est la même chose. Il y avait des hommes forts qui se présentaient pour instaurer rapidement une dictature solide. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Rouhani n'est pratiquement plus chef d'État, puisque, en fait, en dehors du palais présidentiel et des 2 rues autour, il n'a aucune autorité sur le pays et tout le monde pensait qu'il allait tomber. Des articles de presse à Téhéran l'annonçaient dans toutes les manières possibles, mais il ne tombe pas. Pourquoi ? Parce que les Russes les tiennent à bout de bras, parce qu'ils ont convaincu leurs alliés israéliens de les aider, puisque les Israéliens ont laissé les Russes vendre des drones que les Iraniens demandaient, mais en échange d'un certain nombre de choses. Bon, bref, nous ne sommes pas du tout dans ce schéma, mais dans un schéma de stagnation et d'incertitude. Même chose, comme l'Iran est le pays le plus important du tiers-monde et l'Amérique est bien sûr le plus important de l'Occident, je trouve que c'est une identité remarquable. Et puis, sans aller jusque-là, on peut dire que quand même, ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui autour du Brexit, oui. Ce qui se passe certainement en France, à bien des égards avec les malheurs du président Macron, ce qui se passe également, qui est encore tout à fait dans ce genre-là ? Bien entendu, les pays latins décomposés comme l'Italie et l'Espagne qui tiennent à bout de bras, ça s'accroche à bout de bras à la France. Et puis, bien sûr aussi, un certain nombre de pays de l'Est dont l'identité est extrêmement douteuse. Mais c'est une bonne nouvelle ou non que des puissances qui ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, je suis quand même content que Trump n'arrive pas à gouverner son pays. Mais je ne suis pas content à l'idée que peut-être, finalement, l'issue de la crise iranienne sera la défaite des modérés et la victoire d'un dictateur militaire, et avec les dangers qu'il peut faire courir pendant un temps. Donc même si à long terme, je vois bien que les fondamentaux de l'Iran sont bons, ils ne le sont pas nécessairement dans la crise. Et aux États-Unis, même si j'espère ardemment tous les jours, j'ai fait une nuit de cauchemar où je me disais mais Trump est toujours là, Trump est toujours là. Mais oui, il est toujours là. Et rien ne dit qu'on n'arrivera pas à le virer avant un long processus d'impeachment qui ne sera pas facile à mener. Mais bon, je pense quand même que nous sommes dans une espèce de phase de transition mondiale, que ce genre de phénomène avec des trous noirs au milieu est un élément de cette transition, comme un physicien pourrait nous le modéliser. Et j'espère aussi que tout finira bien, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une nature foncièrement optimiste. Donc je voudrais bien voir à la fois la démocratie l'emporter de manière importante en Iran, c'est en bonne voie. Que Trump soit mis en difficulté puis obligé de partir, n'est pas tout à fait fait. Et puis que les Européens arrivent finalement à surmonter la crise du Brexit et à s'organiser beaucoup mieux. Et ça, c'est possible aussi. Puis j'observe que quand même les 2 pays les plus dynamiques de la planète aujourd'hui, l'Allemagne et la Chine, sont en complète transformation. Mais si on considère que ce n'est pas la Chine, mais l'Asie, c'est-à-dire une réconciliation de ce monde intérieur qu'est la Chine et du monde extérieur qu'est le Japon et ses partenaires
en Asie, eh bien, la division en deux est également visible dans ce facteur le plus important. Il est évident que si Chinois, Japonais, Coréens agissaient d'une seule voix, même avec les Vietnamiens, qu'on devrait ajouter, c'est clair que l'Asie est la première puissance mondiale. Elle ne l'est pas tout à fait, parce que même si l'Amérique est incapable de jouer un rôle aujourd'hui, eh bien, l'Asie n'arrive pas non plus encore aujourd'hui à trouver le compromis historique sino-japonais qui sera la véritable ouverture de ce monde nouveau, à mes yeux. Alexandre Adler, merci beaucoup de ce que vous avez dit. Et je voulais dire une chose, je l'ai dit avant que vous veniez, vous avez d'abord le physique de ce que vous êtes. Vous avez la brutalité de quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et donc la liberté. Et peu importe si on est d'accord avec vous sur le détail de ce que vous avez dit, mais dans la conversation que vous venez de tenir avec les gens qui sont là, beaucoup de fenêtres ont été ouvertes. Et je suis sûr qu'après avoir digéré un petit peu tout ce que vous avez dit, on lira les journaux de manière un peu différente et on écoutera les points de vue, certains points de vue avec plus de distance. Et je ne peux pas voilà, faire plus grand compliment. Et donc, j'ai été vraiment heureux et même ému, parce que c'est le but de ces rencontres. Il faut parler comme on est. Et il faut dire ce qu'on pense. Et vous avez utilisé des mots qu'aucun autre politologue n'aurait utilisés. Et pour ça, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.